Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Comme à l'accoutumée, nous avons un invité aujourd'hui et pas des moindres. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mohamed Sadek Msir. Il est auteur, collectionneur et passionné d'œuvres d'art. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un petit peu avec lui son parcours. Qu'est-ce qui l'a mené vers la collection d'objets aussi beaux et aussi rares à travers donc tout son parcours. Bonjour et merci d'être là. Donc Mohamed Sadek Msir, merci encore d'être là. Merci pour votre invitation. On est ravis donc de vous recevoir. Vous êtes un habitué, vous avez l'habitude d'être dans les studios de Canal Algérie, oui. Et surtout de parler de votre plaisir, oui. De votre passion donc qui vous anime depuis déjà des décennies, qui est collectionner les objets d'art et surtout tous les objets, que ça soit des œuvres, de la peinture, des objets différents, mais surtout toujours en rapport avec l'histoire et l'identité algérienne. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, si vous voulez, ça a commencé un peu fortuitement. J'étais étudiant à Paris, et puis au fil de mes promenades, je tombe sur des objets, notamment des images, des cartes postales, des photos sur l'Algérie. Et de là me vient l'idée de me dire, tiens, il y aurait peut-être des images, des illustrations de ma ville de naissance. Et c'est comme ça que j'ai commencé. À partir de là, moi je suis natif de Haïm Lila, donc j'ai essayé de chercher des images de l'époque de mon grand-père, et même avant, quoi, des photos anciennes. Et j'en ai trouvé. Donc vous aviez cette curiosité de savoir comment on vivait autrefois à Haïm Lila. Voilà, tout à fait. Parce que ces images, évidemment, c'était des... pour moi, chaque image est une page d'histoire, si vous voulez, hein, parce que ça retrace un moment, à une époque bien précise, bien datée et tout ça. Et puis de là, c'est parti, j'ai commencé, donc j'ai développé mon champ d'investigation. Ça a commencé par exemple des cartes postales et ça c'est parti petit à petit vers des toiles Non, c'était beaucoup plus... j'étais beaucoup plus tourné vers l'histoire. Donc en disant histoire, donc c'était les livres. Je visitais effectivement des musées, des salons d'antiquaires, des brocanteurs, des galeries, un peu partout. Et chaque fois qu'il y avait un objet qui avait un rapport avec l'Algérie, il m'interpellait. Et puis évidemment, en fonction de mes moyens, j'essayais de l'acquérir ou tout simplement de le garder dans ma mémoire. Et puis au fil du temps, évidemment, j'ai terminé mes études, j'ai travaillé, j'avais beaucoup plus de moyens. Et donc je suis passé à une deuxième étape qui était plus, disons, plus spécialisée, peut-être plus coûteuse aussi, de m'intéresser aux œuvres d'art, aux œuvres graphiques. C'est-à-dire, c'était les tableaux, les dessins, les aquarelles, et toujours en rapport avec l'Algérie, avec l'histoire d'Algérie. La peinture orientaliste aussi? Bien sûr, c'était l'élément principal. L'élément principal, parce que la peinture orientaliste, l'orientalisme est un mouvement qui s'est développé au début du 19e siècle, donc avec l'arrivée des colons qui ont été évidemment impressionnés par la beauté du pays, par le soleil, par les paysages, par cette lumière qui caractérise notre pays. Voilà, qu'on ne trouve pas au nord, évidemment. Et puis à partir de là, il y en a beaucoup qui se sont installés en Algérie, qui se sont installés à demeure et qui ont terminé leur vie sur place. Alors évidemment, ils ont travaillé, ils ont peint Alger, ils ont peint les autres villes, ils ont peint le sud. Comme Delacroix. Donc, comme Delacroix donc était un précurseur. Donc c'est l'un des plus célèbres orientalistes avec son fameux tableau Femmes d'Alger dans leur intérieur qui a été recopié, revu, etc., étudié et tout ça. Et vous voyez ce tableau qui est quand même assez impressionnant. Absolument. Vous donne une idée de l'art de vivre de l'époque, de cette époque-là, qui était quand même 1836 ou dans ces environs-là. C'est assez impressionnant. Donc,
Et puis après lui, sont arrivés de... On a Étienne Dinet aussi, qui a beaucoup Étienne peint. Dinet, c'est un peu plus tard, mais on avait déjà à l'époque Horace Vernet, on avait Eugène Fromentin, on avait Gustave Guillaumet, qui sont quand même des très grands peintres présents dans tous les musées du monde. Et ensuite est arrivé évidemment Étienne Dinet. Étienne Dinet avec toute une école, si vous voulez, c'était des peintres qui sont installés au sud. Au sud, beaucoup oui. plus à Boussaada, Algantara, Biskra. Alors parmi ceux-là, il y a Maurice Bompard, dont j'ai un tableau dans ma collection. Il y a Maxime Noiret, qui a beaucoup peint le sud algérien. Il y a Constant Louche, il y a Granata. Enfin, il y a beaucoup de peintres. Il y a Verschaffelt. Et ces gens-là, ces peintres-là ont eu des contacts avec Dinet. Avec Dinet, qui était quand même le chef de file de l'orientalisme de cette période-là. Et c'était des personnes qui ont été émerveillées donc, par la richesse, par la beauté de tout ce qui était algérien à l'époque. À travers en fait, leurs œuvres, on arrive un petit peu à retrouver déjà la finesse des vêtements, comme vous avez dit, donc, de l'art de vivre. On a les objets, on a les tenues traditionnelles. En fait, on a des éléments et des détails qui nous donnent une réelle idée de comment était l'Algérie à cette époque-là. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai dit que chaque tableau, chaque image est une page d'histoire. Une page d'histoire qui est figée, donc qui vous montre, comme vous dites, l'art de vivre, qui vous montre les costumes, la finesse des costumes, qui vous montre Même aussi le mobilier, on a des détails sur le mobilier d'intérieur. Il y a le mobilier, il y a je dirais par exemple, on a des scènes de café qui vous montrent comment ils faisaient le café à l'époque, de cette façon-là. Je vous parle donc là de la fin du 19e siècle, début du 20e, donc ça remonte à loin. Donc les choses ont beaucoup évolué. Et vous avez les tenues vestimentaires, évidemment, qui sont... Et ce sont des éléments précieux, ce sont des éléments clés aujourd'hui dans l'écriture de notre histoire et de notre patrimoine. Tout à fait. D'ailleurs, à partir de ça, je me suis un peu intéressé aux costumes algériens. Justement, parmi votre collection, vous avez énormément de costumes. Voilà. Hommes et femmes? Non, surtout femmes. D'accord. Surtout femmes. Les hommes n'étaient pas très raffinés, si vous voulez, dans leur tenue. C'était surtout les femmes. C'était les femmes. Les femmes qui cherchaient, si vous voulez, comme toujours, la femme à être belle, la grâce, la beauté, la finesse. Voilà, tout à fait. Oui. Alors donc, tout ce qui pouvait mettre sa féminité en valeur. Tout à fait, voilà. Alors donc, les artisans de l'époque, les couturiers et couturières, étaient beaucoup plus branchés sur la femme, sur les costumes féminins. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas chercher des costumes, de trouver des... quand on parle de costumes, c'est-à-dire il s'agit de vestes, de caracou, de gandoura, de choses comme ça, même des accessoires. Et en parlant d'accessoires, on en arrive aux bijoux. Les bijoux, donc, où il y avait une production très, très abondante dans le sud et en Kabylie. Alors donc... D'ailleurs, jusqu'à ce jour, les bijoux de Kabylie en argent et avec des incrustations de corail et tout ça sont très recherchés. Et de même pour les bijoux de l'Aurès. Absolument. Alors donc, j'ai réussi quand même, parce que les gens, j'ai remarqué qu'ils ne s'y intéressaient pas beaucoup. Alors ça me laissait un peu un champ libre. Et là, j'ai réussi quand même à acquérir beaucoup de belles pièces, surtout en Algérie. Figurez-vous, beaucoup plus en Algérie. Donc c'est en Algérie que vous avez trouvé les plus belles pièces dans les bijoux et dans les costumes. Et là, j'ai constitué une collection. Évidemment, quand on est collectionneur, on évolue. C'est-à-dire qu'on cherche toujours quelque chose de mieux que ce qu'on a. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver la perle rare, la pièce maîtresse qui manque et tout ça. Et en même temps, enrichir aussi la collection. Absolument. Des éléments des éléments qui sont aujourd'hui des éléments de recherche pour les chercheurs tout à dans fait. tout ce qui est patrimoine. Absolument, absolument. D'ailleurs là,
à partir de ma collection, donc j'ai été sollicité par des musées, notamment le musée du Bardo, qui m'a permis à 3 reprises d'exposer des collections différentes. Et qui étaient ces Alors, collections? la première exposition, c'était les costumes de l'Est algérien. Alors donc il y avait Combien de pièces à peu près? 2 pièces. Bah, écoutez, entre les bijoux et les costumes, on dépassait quand même la centaine de pièces, hein. C'était une très grande salle. Donc les bijoux étaient exposés dans des vitrines et les costumes étaient présentés sur des mannequins fixes. Et donc là, c'était la première exposition qui a eu beaucoup de succès. Il y a eu un petit catalogue et s'en est suivi justement la suite de cette exposition. J'ai collaboré avec Madame Leila Belkaïd, qui est une experte en costume algérien, pour faire un livre justement, pour un livre sur le costume algérien. Sur le costume algérien. Hein, ce qui a été une bonne chose. Ensuite, oui. Monsieur Msir, moi Oui. ce que je vous propose, c'est, même les téléspectateurs, je suis certaine qu'ils sont curieux, comme moi, donc de voir l'exposition. Je vous propose de regarder le sujet en Oui. revient juste après. Ce tableau est estimé à 3 millions de dinars, beaucoup moins cher que son prix réel, vu son authenticité. Il a été peint en 1882 par Bompard Maurice Rodès lors de sa visite à Biskra. Il appartient à la famille Msir qui collectionne des tableaux aussi vieux que le temps, une passion transmise de génération en génération. Cette collection a été constituée, je dirais, sur une période de 20 ans, peut-être un peu plus. Mais le véritable instigateur, voilà, c'est pas celui qui a constitué, qui a fait ça, particulièrement, c'est notre frère plus âgé, qui a commencé par collectionner un peu les cartes postales, les photos qui ont un rapport avec l'Algérie, bien sûr. Après, avec le temps, il s'est tourné vers les tableaux, et particulièrement les tableaux orientalistes. Avec le temps, ça s'est développé, et on a contribué nous-mêmes en famille, et après ça a évolué vers la peinture algérienne, l'école algérienne, et on en a beaucoup de tableaux ici. Ouais, j'ai baigné dans une famille artistique, il y avait des œuvres d'art partout, que ce soit tableaux, meubles, lustres, tout ça c'était des œuvres d'art, des anciens, des trucs de collection. Ces œuvres originales entre toiles, gravures, lithographies, dignes d'être accrochées sur les murs des musées, sont exposées en guise de vente, car leur restauration et entretien coûtent très cher à la famille Msir. Mais pas que, cette famille voudrait léguer ce patrimoine et pages d'histoire aux futures générations. C'est un panorama. On peut, par exemple, quelqu'un qui rentre ici, il peut déjà avoir une idée de la perception de l'orientalisme en Algérie durant l'époque, c'est-à-dire comment ont travaillé les peintres et les différents peintres qui ont travaillé ici. Ces tableaux soigneusement sauvegardés par la famille Msir depuis les années 80 sont signés par de grands peintres orientalistes algériens, à l'exemple de Barra, Zerarti, Bouzid, Guermès, Boukerch et autres, et de peintres aussi orientalistes étrangers qui ont séjourné en Algérie, à l'exemple de Bompard Maurice Rodès, Diné, Eugène Dauphin, Ortega, José et autres. Ce véritable voyage dans le temps raconte l'époque d'or des orientalistes, servant de référence dans les grandes écoles de l'art à travers le monde où beaucoup de peintres ont brillé.
C'est toujours l'instant matin et vous avez pu apprécier un sujet de Samia Bouaroul qui nous a fait voyager à travers cette magnifique exposition. Donc, Monsieur Msir, une très très belle collection précieuse, hein, d'une valeur, on va dire d'une valeur inestimable, parce qu'elle elle donne une véritable image de comment était l'Algérie, comment était la vie de tous les Algériens sur tout le territoire national. Oui, en fait, c'est un peu, je dirais, un petit musée. Finalement, on a de très beaux musées en Algérie qui sont très très riches, avec des collections très riches, mais qui manquent un peu d'attractivité parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de renouvellement. Donc, si vous voulez, cette exposition, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'elle a été bien médiatisée. Et puis elle a lieu en plein centre d'Alger. Alors, il y a des visiteurs qui viennent, qui passent par hasard. Par hasard, oui. Par hasard. Et il y en a certains, beaucoup même, qui viennent délibérément. Qui font le déplacement. Qui font le déplacement sciemment. Pour visiter cette exposition. D'ailleurs, on a souvent des remarques de gens qui disent est-ce que c'est des tableaux qui appartiennent au musée des Beaux-Arts? Il y en a même certains un peu profanes qui disent est-ce que c'est des copies? D'accord. Tellement, si vous voulez, la richesse de ces tableaux, on se dit tiens, comment est-ce possible qu'il y a des tableaux comme ça De cette valeur-là. Voilà, qui sont là. Alors donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui a apporté beaucoup. On a des jeunes, des lycéens, des collégiens qui viennent, qui passent à côté, qui demandent est-ce qu'on peut rentrer, est-ce que c'est gratuit, et tout ça. Bon ben, rentrer, visiter, ils sont très contents. Qu'est-ce que ça vous faisait quand vous voyez donc ces jeunes en train de regarder on va dire c'est la nouvelle génération, c'est le futur qui regarde un petit peu le passé, un regard vers absolument, absolument. Et puis c'est un esprit un peu de curiosité, un peu de recherche, d'authenticité, de découverte, de culture, disons, en utilisant le mot en général. Ces jeunes qui rentrent, en fait, ils se cultivent pendant une demi-heure, ils se promènent dans cette galerie. Ils voient des choses d'autres, ils posent des questions. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Comment ça a été fait? Et puis alors, ce qui est le plus de cette expo, c'est que chaque tableau est accompagné d'une fiche explicative. Alors dans cette fiche, on a le nom du peintre, sa biographie et éventuellement l'histoire du tableau lui-même. Alors donc... ça donne déjà des éléments déjà de réflexion quand on a toutes ces clés déjà en main. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire quand on ressort de cette petite expo, hein, c'est quand même modeste, on sort avec un petit plus. Un petit plus, et puis il y a on a même beaucoup de personnes qui viennent, qui nous disent tiens, on a des tableaux comme ça à la maison, qu'est-ce que vous en pensez, qui nous demandent un avis, une expertise, une idée, ce que je fais gracieusement, avec beaucoup de plaisir, quoi. En tant que passionné, je pense. Voilà, il y a un vieux monsieur qui m'a ramené un tableau qui était très très abîmé. Il me dit je tiens beaucoup à ce tableau, je l'ai depuis mon enfance chez moi, comment est-ce que je peux le réparer, comment je peux le restaurer, tout ça. Bon, je lui donne des pistes en lui disant vous pouvez vous adresser à telle personne, bien que les métiers d'art sont encore très rares en Algérie. On a très peu ou peut-être pas du tout de restaurateurs professionnels. Hein, alors que vous allez dans d'autres pays, comme on prend toujours en référence la France, vous en avez des centaines, vous voyez. Et moi je pense donc c'est des métiers qui devraient, voilà, peut-être la jeune génération vont commencer à s'intéresser donc absolument. À la rénovation ce serait une bonne chose, des restaurateurs de tableaux, de meubles anciens, d'objets de la vie quotidienne, de la dinanderie, des choses comme ça, des costumes, même des tapis, tout objet ancien
portent les traces de l'âge et souvent il y a des petits accidents. Absolument, qu'on peut pas... c'est très compliqué de garder, il faut le dire. Hein. Absolument, Garder absolument. des œuvres d'art, c'est pas juste les mettre dans un placard à l'abri, on va dire, de l'abri de la lumière, absolument pas. Il y a tout un il y a savoir-faire tout un derrière. savoir-faire, il y a tout un savoir-faire. Hein. Vous savez, les aquarelles, une aquarelle qui est présentée à la lumière au soleil, elle perd de son éclat avec le temps, vous voyez. Et ça, si les gens ne le savent pas, au bout de 30-40 ans, ça devient une feuille blanche. Oui, ça ne va pas lire au fil Voilà, des ça ne années. va pas lire, c'est... Monsieur Msir, vous êtes aussi écrivain, vous avez écrit plusieurs ouvrages. J'aimerais bien donc que vous nous parliez un petit peu, donc, par exemple, de celui-ci. Ben, ça, La dynandrie. ça, c'est pas un art. ouvrage, il s'agit d'une exposition Oui. de l'art de vivre en Algérie, dynandrie. Ça aussi, c'est une de mes collections, vous voyez. Donc, je suis vraiment généraliste. D'accord. Alors là, on a collectionné tout objet de la vie quotidienne algérienne. Qui remonte quand même à l'époque ottomane. D'accord. Alors vous avez de tout, vous avez des plats, vous avez des aiguières, vous avez des narguilés, enfin tout objet de... Et là, c'était une exposition qui a eu lieu... On le dit, hein, autrefois c'était des objets du quotidien, hein, c'était absolument pas pour la décoration. Non, c'était des objets du quotidien. Bon, il y a quand même plusieurs niveaux, si vous voulez. Il y a quand même des objets qui sont très raffinés, qui devaient certainement appartenir à des familles fortunées, des choses comme ça. On a même quelques vaisselles qui sont estampillées avec la tougra de l'époque ottomane, vous voyez. Ça devait appartenir à des notables, de la vie, voilà. Alors d'Alger. on a aussi ce magnifique livre, El Jazair. Alors ça, La mémoire. c'est El Jazair, la mémoire. Ça a été mon premier livre. Ça a été le premier livre que j'ai fait suite à la collection, si vous voulez, aux collections que j'avais, notamment la collection de photos, qui à une époque, j'avais plus de 3000 photos anciennes sur l'Algérie, ce qui était pratiquement la plus importante collection dans le monde, en main privée, hein, pas dans les musées évidemment. Et donc j'ai voulu profiter de ces photos pour écrire des livres et les illustrer avec ces photos. Donc ce sont ces photos qui vous ont mené vers l'écriture de ce livre. Vers l'écrit. J'avais quand même une petite tendance à l'écriture, quand même. J'aimais bien, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des articles, des petits textes comme ça. Mais écrire un livre, évidemment, ça demande plus de temps, ça demande plus de moyens. Et je me suis servi de ça, comme on dirait, le poids des mots et le choc des photos, quoi. Oui. Alors donc, et c'est un livre qui était pratiquement pionnier dans ce style. J'étais le premier à faire ça, et il a eu énormément de succès. Énormément, à tel point que j'ai dû le rééditer au moins 10 fois. D'accord, c'est dire l'intérêt qu'on donne à tout ce qui est patrimoine algérien. Voilà. Et figurez-vous que le plus gros succès était en France, et je pense que c'était nos compatriotes, évidemment, les émigrés, comme on les appelle, etc. Et à tel point que le livre, dans l'année, a été classé 14e des meilleures ventes de l'année, ce qui est une... c'est extraordinaire. Extraordinaire, parce qu'on pensait qu'il y a 3 à 4 000 livres qui paraissent dans l'année. Alors vous voyez, j'étais dans le top 20 des livres, avec ce livre, hein, ce qui était très bien. Et d'ailleurs, parce qu'en fait, il faut le dire, c'est un travail extraordinaire que vous avez fait. On arrive un petit peu à retracer à travers toutes ces photos, à travers tous ces écrits. J'imagine qu'il n'y a pas une personne qui ne retrouve pas quelque chose, un fragment de son enfance, un fragment de son lieu de naissance ou le lieu de naissance de ses parents. Ça réveille en vous des souvenirs. Peut-être pas des souvenirs contemporains, parce que si vous avez 40 ans ou 50 ans, vous n'allez pas vous retrouver là-dedans. Mais vous retrouvez votre histoire quand même, ce qui est très important. Vous retrouvez
d'autant plus que ce livre parle d'Alger depuis la fondation, si vous voulez. C'est-à-dire, avant ce livre, il n'y avait rien, je veux dire... Alger, je parle de la naissance d'Alger. De la naissance d'Alger. El Jazair Beni Mezrana, qui a été fondé par les Beni Mezrana, par Ziri ibn Menned, qui était le... Et puis, j'évolue dans le temps avec cette histoire. Voilà. En tout cas, je pense que c'est une histoire que vous n'êtes pas prêt de lâcher. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Msir, d'avoir été parmi nous. Ça a été un véritable plaisir de vous recevoir. En tout cas, merci pour votre passion que vous partagez avec le grand public à travers ces expositions que vous faites. Donc, un dernier mot pour la fin de l'émission. Voilà, alors comme l'exposition se termine aujourd'hui, on est mercredi... quand même, on a commencé le 3 novembre, et aujourd'hui on est le 27. Oui. Mercredi 27. Et alors devant, si vous voulez, la demande et puis le succès de cette exposition, on envisage de la renouveler, de la refaire probablement au mois de mai ou juin 2026. Et je ne manquerai pas de vous en informer, de vous tenir informé. Merci beaucoup, Monsieur Nsir. On arrive à la fin de notre émission. C'était un plaisir de vous accompagner. Bien entendu, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah.